Au fond, pendant les 5 ans de leur parenthèse parisienne, et sans qu'il se le formule jamais, cela lui avait manqué. Comme tout le reste. Les paysages, les gens, le sentiment obscur d'être au bord du pays, légèrement en retrait, et néanmoins en son cœur. Cette vie dont il avait cru s'être lassé. Qu'est-ce qui lui avait pris de vouloir partir 5 ans plus tôt? Qu'est-ce qui ne tournait pas rond? Tout allait bien à l'époque, et mieux que ça même quand il y réfléchissait. Ses livres rencontraient un certain écho. Aussitôt l'infini, un autre lui apparaissait. Une partie de badminton, nouveau roman d'Olivier Adam, l'auteur toujours très attendu lors des rentrées littéraires et notre invité aujourd'hui dans À l'affiche. Bonjour Olivier Adam. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau. C'est vrai que vous êtes un habitué de cet événement qui a lieu à toutes les rentrées. Comment ça se passe cette année ? Bah ça se passe bien, les retours sont bons. Je crois que le livre. Vous y prenez toujours plaisir ? C'est pas les conditions de sortie que je préfère. Je préfère honnêtement les sorties en janvier, qui sont des rentrées plus calmes. Là, tout est un peu hystérisé par les phénomènes des prix, par tout le stress et l'énervement dû au contexte de la rentrée littéraire. Voilà, c'est moins confort. Mais en même temps, moi, en tant que lecteur, c'est un moment que j'aime beaucoup. Parce que, d'ailleurs, les auteurs étrangers nous l'envient. C'est un peu le festival de Cannes de la littérature, quoi. Tout à coup, la littérature prend une place beaucoup plus importante. Beaucoup de grands auteurs que je suis et que j'aime publient leurs nouveaux livres. Donc, ça donne envie de lire, ça c'est sûr. Alors vous êtes de retour donc avec une partie de badminton parue chez Flammarion. C'est l'histoire de Paul, écrivain. Il est de retour avec sa famille en Bretagne après avoir passé plusieurs années à Paris. Et alors qu'on peut le dire, ses livres connaissent un peu une perte de vitesse. Il a du mal plus qu'une perte de vitesse. Ils ne se vendent quasiment plus. Et lui est un peu aussi devant cette angoisse de la page blanche. Il a du mal à écrire, avec en toile de fond l'opposition entre le microcosme intellectuel parisien et puis le reste de la France que vous avez souvent décrit dans vos romans. Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter avec ce livre-là ? D'abord, une chose, c'est qu'au plus fort de son succès, Paul se laisse un peu gagner par le vertige des strass, des lumières de la ville, et puis peut-être de la vie littéraire qu'il ne menait qu'à contre-courant. Il avait du succès, mais il était un peu réfugié en Bretagne en permanence. Et puis il se laisse vite entraîner dans une pente très douce à la fois, quand on a les moyens de vivre cette vie-là, mais qui est aussi à rebours de ses convictions et même de son objet de travail. C'est un romancier entre guillemets social qui parle de la France périphérique, de la France des déclassés, et qui maintenant... Oui, il ne va jamais, il le dit très bien. Voilà, il vit mais maintenant, quand il est à Paris. En tout cas, quand il est à Paris, il vit à Montmartre, dans un quartier hyper protégé, au milieu de gens qui sont tous comédiens, artistes, dans les start-up, dans les médias, etc. Il devient au fond comme ces hommes politiques qui sont censés traiter les réalités difficiles du pays et qui sont complètement coupés des réalités, alors que lui-même vient d'un milieu populaire. Bon, mais c'est pas pour ça vraiment qu'il va finalement rentrer en Bretagne, c'est parce que en plus de ça, en fait, il connaît un insuccès qu'il n'avait jamais connu auparavant. 4 ou 5 livres d'affilée ne se vendent plus, il n'est plus invité nulle part, et tout simplement, il n'a plus les moyens de mener cette vie-là, parce que vivre à Paris, c'est une dépense exponentielle quand on a une famille, etc. Et donc, la seule chose qu'il trouve pour se renflouer, c'est un job sur la Côte d'Émeraude, qu'il avait quitté 5 ans auparavant, de journaliste local dans le Petit Canard, qui traite des faits divers et de tout ce qui peut se passer entre le Cap Fréhel et Cancale, à Dinard, à Saint-Lunaire, à Saint-Malo. Votre région de prédilection. D'ailleurs, vous avez vous aussi fait ce mouvement. J'ai fait beaucoup d'allers-retours. J'ai pas encore fait le dernier, parce que, heureusement pour moi, certes, le personnage me ressemble beaucoup, mais c'est toujours le principe de ces livres où le héros s'appelle Paul, pour moi. Oui, c'est pas la première fois, évidemment. Paul, c'est un peu votre alter ego. C'est mon alter ego. Mais à quel point, vous dites, ça s'arrête là ? C'est moi, mais plongé dans une hypothèse de vie fictionnelle. C'est moi dans une vie qui n'est pas la mienne. La fiction démarre sur... un truc à Alain Souchon, quoi. Quand je serai KO, descendu des plateaux de phono, est-ce que tu m'aimeras encore ? Voilà, c'est un peu un spectre pour tous les auteurs, pour tous les artistes, de se dire, quand il n'y aura plus personne en face... Là, ça questionne votre propre rapport au succès, puisque justement, avec ce personnage presque un double, vous vous projetez dans ce rapport-là. Son rapport au succès, là, en l'occurrence, il est très matériel. D'ailleurs, sa femme lui dit t'es pas le premier à devoir te reconvertir, et puis ça va, t'es pas Faulkner non plus, donc c'est bon, quoi. Et lui, son premier problème, c'est qu'en fait, ne plus vendre de livres, ça veut dire plus pouvoir payer
le loyer d'une vie trop luxueuse pour lui ou trop chère pour lui tout simplement. On va en parler justement du succès des livres et puis de comment faire les choix parmi cette rentrée littéraire. Est-ce que vous écoutez quoi, les conseils des libraires Alors j'ai quelques libraires qui ont des goûts très très proches des miens, donc je suis effectivement leurs conseils. Et puis sinon j'y vais à l'instinct. On va s'intéresser un peu à ce nouveau phénomène Bookstagram pour la contraction du mot anglais book et d'Instagram, ce réseau social en vogue. Les bookstagrammeurs, ce sont les influenceurs du livre sur Instagram. Lucie Barbazange nous parle de cette nouvelle tendance. Pour Margot, si l'achat d'un livre se fait toujours en librairie, le choix se fait sur Instagram. Ces derniers mois, le réseau social a vu fleurir des centaines de comptes spécialisés en littérature. Le principe est simple, des photos de livres esthétiques accompagnées d'un court texte descriptif, parfois critique. Classique, jeunesse, rentrée littéraire et même bande dessinée, il y en a pour tous les goûts et à portée de pouce. Même s'il y a moins de contacts, au moins c'est plus facile d'accès. Et il y a tellement de comptes différents que du coup, il y a beaucoup d'avis. Même sur un seul livre, il y en a plein de différents. De l'autre côté de l'écran, il y a des addicts du livre très créatifs. Il y a 3 ans, Alizé et Com créent leur compte, le Studio Littéraire. Instagram, c'est un réseau social visuel. Il y a la qualité des chroniques, mais il y a aussi des photos qui donnent envie. Ça joue aussi, je pense, derrière dans l'envie de lire le livre, tout simplement. Aujourd'hui, le Studio Littéraire totalise plus de 22 000 abonnés. Mais il reste un loisir pour le jeune couple. Ainsi, à ceux qui accusent les bookstagrammeurs de superficialité, Com a une réponse. On ne se prend pas pour des journalistes, donc cette superficialité, on peut aussi la revendiquer à un moment et dire qu'effectivement, oui, ce qu'on fait, c'est plutôt pour des jeunes, c'est plutôt sur les réseaux sociaux, c'est des formats courts, et peut-être que finalement, c'est par ce biais-là qu'en fait, on fait le mieux passer l'envie de lire à des personnes qui sont parfois un peu plus éloignées de ce monde-là et de la littérature. Une tendance dont les maisons d'édition se sont vite emparées. Depuis quelque temps, les bookstagrammeurs reçoivent gratuitement des livres dans leur boîte aux lettres et peuvent même en commander. Ça fait plusieurs années déjà qu'on remarque que la presse, donc c'est-à-dire le travail avec les journalistes, ou le marketing plus traditionnel comme l'affichage, etc., n'avait plus forcément le même impact qu'il y a encore 10 ans, 15 ans, et que finalement la recommandation par les pairs devenait extrêmement importante, donc la recommandation sur les réseaux sociaux. Et pour s'adapter à ces nouveaux influenceurs, les maisons d'édition se doivent d'être les plus créatives. Des fleurs d'hortensia séchées pour le jaune, des petits chardons bleus, on va avoir des pastels aussi. Et ce, jusqu'à la prochaine mode. Voilà, difficile de faire sans les réseaux sociaux, au-delà des conseils, des conseils littéraires. Qu'est-ce que vous pensez et quel rapport vous entretenez avec cet univers ? Moi, en tant que lecteur, je ne fais pas vraiment attention à ça parce que c'est très snob de dire ça, mais en général, je n'ai pas les mêmes goûts que la majorité des gens, que ce soit en musique, en cinéma et en littérature. Donc, je suis assez peu perméable à ça. Ça ne m'intéresse pas tellement de savoir ce que pensent les lecteurs, entre guillemets, d'un livre pour me guider. Maintenant, il faut bien que... Ce qui est très bien, c'est que sur un réseau qui est devenu absolument massif et qui est dans la vie de tout le monde, que la littérature, justement, ait trouvé sa place, notamment auprès des jeunes générations qui ne se fient plus qu'à Internet et aux réseaux sociaux. Et ça, c'est formidable que le livre ait trouvé vraiment un moyen un peu créatif d'être vraiment présent, parce que c'est vrai, moi, je suis sur Instagram et je n'arrête pas de voir passer des chroniques de livres, quoi. Donc ça, c'est... Comme on est dans un moment qui, je crois, est quand même un peu tendu, parce qu'il y a de moins en moins de place dans les médias, dans la presse pour le livre, il y a aussi moins de lecteurs qu'avant. C'est bon à parler prendre. De littérature, c'est toujours bon à prendre. Alors, des réseaux sociaux, on va parler un tout petit peu de cinéma. C'est toujours le cas quand on vous reçoit sur un plateau, puisque depuis Je vais bien, ne t'en fais pas avec Mélanie Laurent, on sait vos livres sont extrêmement cinématographiques. Il y en a eu plusieurs adaptés, Welcome, Poids léger, À l'abri de rien, qui était Maman est folle au cinéma, Des vents contraires. Les réalisateurs, décidément, pensent que vos livres sont cinématographiques. Mais vous, quand est-ce que vous allez un jour passer derrière la caméra ? Est-ce que c'est un projet ? Est-ce que vous en avez envie ? Non. La collaboration que j'entretiens avec les réalisateurs qui adaptent mes livres, parce que en général, je collabore au scénario, ou par exemple en ce moment, je travaille avec Baya Kasmi sur un projet de long métrage qui vient pas du tout de mon univers, mais qui est sur une idée originale qui est la sienne. Ça étanche totalement ma soif de cinéma. Et je dirais même que d'une certaine manière, écrire
étanche totalement ma soif de cinéma. Je suis très nourri de cinéma, mais quand j'écris, j'ai vraiment l'impression de faire de la musique, de faire du cinéma, et si possible aussi de faire la littérature. Réaliser, c'est vraiment, il faut parler un langage qui n'est pas le mien. On parle en images, on parle en corps, on parle en présent. Moi, je parle en mots, quoi. Je parle en phrases. Bon, et vous le faites très bien, donc merci. On va finir avec un de vos coups de cœur culturels, comme à chaque fois avec nos grands invités, et il est question de cinéma, là, pour le coup. Oui, c'est une comédie de Michel Leclerc, coécrite par Baya Kasmi d'ailleurs, qui s'appelle La lutte des classes avec Edouard Baird et Leah Bekti. Et c'est une comédie à la fois poétique et politique, et en fait extrêmement gonflée, sur ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble, et qui traite de la question de la mixité, notamment à l'école, et comment on peut ou non concilier nos idéaux républicains, et notamment de gens de gauche, sur l'égalité et la mixité, et la réalité des faits quand il est question de ses propres enfants. Voilà. On n'est pas très loin de vos propres questionnements dans vos livres. Oui, alors c'est traité d'une manière beaucoup plus drôle et loufoque, mais avec beaucoup de profondeur. Et puis, voilà, Baird et Bekti sont absolument fabuleux dans ce film. Merci beaucoup, Olivier Adam, d'être venu sur le plateau de À l'affiche. Je rappelle qu'une partie de Badminton est parue chez Flammarion. Et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc sur des images de La lutte des classes de Michel Leclerc avec Leila Bekti et Edouard Baird. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. C'est comme s'il n'y a plus d'école pour des gens comme nous. Hein. Tu supportes personne, tu fous de la gueule de tout le monde, tu crois en rien. T'as encore tout fait foirer avec tes principes de merde. Nos enfants, ils ont vachement besoin de nous. Ils vous reprochent pas vos absences, Corentin? Enfin, madame, j'ai un gamin qui ne va pas bien, là, vous comprenez pas? Je suis un père de merde en ce moment. Il est bien, il est avec ses copains. Si des gens comme vous s'en vont de l'école, on est foutus, hein. Vous avez regardé votre programme avec Quadro, intérieur sur mesure. Il est dessinateur, sculpteur et peintre. L'humoriste belge Philippe Geluck est l'invité cette semaine du Paris des Arts. J'ai eu envie comme ça de toucher à tout. Avec lui, nous atteindrons le sommet de l'Arc de Triomphe pour découvrir Paris à nos pieds. Waouh! C'est époustouflant. Et puis, à la fin de l'émission, une rencontre avec son ami chanteur et comédien, Marc Lavoine. J'aime les gens qui ne sont pas devenus des adultes. Le Paris des Arts à retrouver très vite sur France 24.